Chapitre 76. En attendant que Ruthven épousât Malvina, Edgar, un de ses vassaux, épousait Lovette. Cette Lovette était bien la plus jolie, la plus fine et la plus gracieuse fiancée du monde. Lord Ruthven, qui était réellement amoureux de Malvina, aurait autant aimé sucer le sang de la femme d'un autre que celui de sa femme à lui. Aussi, à la demande de son serviteur, s'était-il empressé d'assister à ses noces. Ces noces ont lieu, en effet, Lord Ruthven s'assied, le ballet va commencer quand s'avance un vieux barde avec sa harpe. C'est l'hôte de tous les châteaux, c'est le poète obligé de tous les mariages. Il reconnaît Ruthven qui ne le reconnaît pas, occupé qu'il est à fasciner de son regard la pauvre Lovette. Le barde accorde sa harpe et chante. Ô jeune vierge de Staffa, brûlant de la première flamme, dont le cœur palpite déjà au nom d'amante et de femme, au moment d'unir votre sort à l'amant de votre pensée, gardez-vous, jeune fiancée, de l'amour que donne la mort. Ce premier couplet excite la colère de Lord Ruthven qui y voit un avertissement à Lovette et qui craint par conséquent de se voir arracher sa victime. Aussi son regard fascinateur se détourne-t-il de la jeune fille pour se fixer, furieux, sur le barde, qui, sans se déconcerter, continue. Quand le soleil de ces déserts des monts n'aura plus la cime, alors les anges des enfers viennent caresser leurs victimes. Si leur douce voix vous endort, reculez, leur main est glacée, gardez-vous, jeune fiancée, de l'amour qui donne la mort. Un troisième couplet et Lovette échappera au vampire. Il ne faut donc pas que le barde, qui n'est autre chose que l'ange du mariage, chante son troisième couplet. Lord Ruthven se plaint que ce chant lui rappelle un souvenir douloureux et fait chasser le vieillard. Puis, comme la nuit s'avance, comme il n'a pas de temps à perdre, puisque pour vivre, il faut qu'avant 1 heure du matin il ait sucé le sang d'une jeune fille, il demande un entretien à Lovette. Lovette a bonne envie de refuser, mais Edgar craint de mécontenter Monseigneur. Monseigneur, resté seul avec Lovette, essaye de la séduire, lui jure qu'il l'aime et lui met une bourse pleine d'or dans la main. En ce moment, on entend la harpe du barde et le refrain de la chanson « Gardez-vous, jeune fiancée, de l'amour qui donne la mort ». Puis tout le monde rentre et le ballet commence. Vers le milieu du ballet, Lovette oppressée se retire. Ruthven, qui ne l'a pas perdu de vue, la suit. Au bout d'un instant, Edgar s'aperçoit que ni Lovette ni Monseigneur ne sont là. Il sort à son tour, on entend des cris dans la coulisse. Lovette accourt avec le plus grand désordre, un coup de pistolet retentit. Lord Ruthven, blessé à mort, vient tomber sur le théâtre. Il a voulu déshonorer ma fiancée, dit Edgar, paraissant, son arme fumante encore à la main. Aubrey s'élance vers le blessé, Lord Ruthven respire encore. Il demande qu'on le laisse seul avec son ami, tout le monde s'éloigne. Une dernière promesse, Aubrey, dit Lord Ruthven. Ah, demande, prends ma vie, elle m'est insupportable sans toi, répond Aubrey. Mon ami, je te demande seulement pour 12 heures le plus profond secret. Pour 12 heures? Promets-moi que Malvina ne saura rien de ce qui est arrivé, que tu ne feras rien pour venger ma mort avant que la première heure de la nuit ait sonné. Jure-moi le secret sur ce cœur expirant. Je le jure, dit Aubrey en étendant la main. Au dernier mot de Ruthven, la lune sort des nuages et brille dans tout son éclat. Aubrey, dit Ruthven, l'astre de la nuit, luit à mes yeux de sa dernière lumière, que je puisse le voir et adresser au ciel mes derniers vœux. La terre de Ruthven retombe à ces mots. Alors Aubrey, secondé par le père de Lovette, porte le moribond sur le rocher du fond, lui baise encore une fois la main et se retire, entraîné par le vieillard. En ce moment, on voit la lune couvrir entièrement de son rayon le corps de Ruthven et éclairer les glaces de la montagne. La toile tomba, au milieu des applaudissements de la salle tout entière et des murmures de mon voisin. Cet acharnement à poursuivre une pièce qui me semblait à moi-même pleine d'intérêt m'étonnait de la part d'un homme aussi bienveillant que paraissait l'être mon voisin. Non seulement, comme je l'ai dit, il s'était livré à de bruyants murmures, mais encore, pendant toute la dernière scène, il avait joué d'une façon inquiétante avec une clé qui s'était à plusieurs reprises approchée de sa bouche.
En vérité, monsieur, lui dis-je, je vous trouve bien sévère pour cet ouvrage. Mon voisin haussa les épaules. Oui, monsieur, je le suis, d'autant plus que l'auteur se croit un homme d'esprit, que l'auteur se croit un homme de talent, que l'auteur se croit un homme de style, et qu'il se trompe. J'ai vu cela il y a 3 ans, quand cela a été joué, et je le revois aujourd'hui. Eh bien, ce que j'ai dit alors, je le répète, la pièce est plate, sans invention, invraisemblable. Ah bien oui, les vampires, ils se donnent bien toutes ces peines-là. Et puis, Sœur Aubray, est-ce que l'on dit Sœur Aubray? Aubray est un nom de famille, et on ne met le titre de sœur que devant le nom de baptême. Ah, il a bien fait de garder l'anonyme, l'auteur. Il a eu de l'esprit ce jour-là. Je profitais du moment où mon voisin reprenait haleine. Monsieur, lui dis-je, vous vous êtes écrié tout à l'heure, ah ben oui, les vampires, ils se donnent bien toutes ces peines-là. Vous vous êtes écrié cela, n'est-ce pas? Je ne me suis pas trompé. Non. C'est qu'en employant cette forme de langage, vous paraissez parler des vampires comme s'ils existaient réellement. Sans doute qu'ils existent. En auriez-vous vu, par hasard? Certainement que j'en ai vu. Au microscope solaire, hasardai-je en riant. Au nom de mes yeux, comme Orgon avec Tartuffe. Et où cela? En Illyrie. En Illyrie? Ah, vous avez été en Illyrie? 3 ans. Et vous y avez vu des vampires? Vous savez que c'est la terre classique des vampires, l'Illyrie, comme la Hongrie, la Servie, la Pologne. Non, je ne sais pas, je ne sais rien. Où étaient ces vampires que vous avez vus? À Spalatro, je logeais chez un bonhomme de 62 ans. Il mourut. 3 jours après avoir été enterré, il apparut la nuit à sa fille et lui demanda à manger. Son fils le servit selon ses désirs, il mangea et disparut. Le lendemain, le fils me raconta ce qui lui était arrivé, me disant que bien certainement son père ne reviendrait pas pour une fois, et m'invitant à me mettre la nuit suivante à une fenêtre pour le voir entrer et sortir. J'étais curieux de voir un vampire. Je me mis à la fenêtre, mais cette nuit-là il ne vint pas. Le fils me dit alors de ne pas me décourager, qu'il viendrait probablement la nuit suivante. La nuit suivante, je me remis donc à ma fenêtre, et en effet, vers minuit, je reconnus parfaitement le vieillard. Il venait du côté du cimetière, il marchait d'un bon pas, mais son pas ne faisait aucun bruit. Arrivé à la porte, il frappa. Je comptai 3 coups. Les coups résonnèrent secs sur le chêne, comme si l'on eût frappé avec un os et non avec un doigt. Le fils vint ouvrir la porte et le vieillard entra. J'écoutais ce récit avec la plus grande attention et je commençais à préférer les entr'actes au mélodrame. Ma curiosité était trop vivement excitée, reprit mon voisin, pour que je quittasse ma fenêtre. J'y demeurai donc. Une demi-heure après, le vieillard sortit. Il retournait d'où il était venu, c'est-à-dire du côté du cimetière. À l'angle d'une muraille, il disparut. Presque au même moment, ma porte s'ouvrit. Je me retournai vivement. C'était son fils. Il était fort pâle. « Eh bien, lui dis-je, votre père est venu? »« Oui, l'avez-vous vu entrer ?»« Entrer et sortir. »« Qu'a-t-il fait aujourd'hui ?»« Il m'a demandé à boire et à manger, comme l'autre jour. »« Et il a bu et mangé ?»« Il a bu et mangé, mais ce n'est pas tout. Voici ce qui m'inquiète. Il m'a dit... »« Ah, il vous a parlé pour autre chose que pour vous demander à boire et à manger. »« Oui, il m'a dit... » Voici 2 fois que je viens manger chez toi, c'est à ton tour maintenant de venir manger chez moi. Diable, je t'attends après-demain à la même heure. Diable, diable. Eh oui, justement, voilà ce qui me tracasse. Le surlendemain, on le trouva mort dans son lit. Ce même jour, 2 ou 3 autres personnes du même village, qui avaient vu aussi le vieillard et qui lui avaient parlé, tombèrent malades et moururent à leur tour. Il fut donc reconnu que le vieillard était vampire. On s'informa auprès de moi, je racontai ce que j'avais vu et entendu, la justice se transporta au cimetière, on ouvrit les tombeaux de tous ceux qui étaient morts depuis 6 semaines, tous ces cadavres étaient en décomposition. Mais quand on en vint au tombeau de Kisilova, c'était le nom du vieillard, on le trouva les yeux ouverts, la bouche vermeille, respirant à plein poumon et cependant immobile comme mort. On lui enfonça un pieu dans le cœur, il jeta un grand cri et rendit du sang par la bouche.
Puis on le mit sur un bûcher, on le réduisit en cendres, et l'on jeta la cendre au vent. Quelque temps après, je quittai le pays, de sorte que je ne pus pas savoir si son fils était devenu vampire comme lui. « Pourquoi serait-il devenu vampire comme lui ?» demandai-je. « Parce que c'est l'habitude que les gens qui meurent du vampirisme deviennent vampires. » En vérité, vous dites cela comme si c'était un fait avéré. Mais c'est que c'est aussi un fait avéré, connu, enregistré, en doutez-vous? Lisez les traités des apparitions de Don Calmet, tome 2, page 41 et suivante. Vous trouverez un procès-verbal signé par le Adnagi Baryabar et les anciens éduques. De plus, par Baruer, premier lieutenant du régiment d'Alexandre de Württemberg, par Schickensteger, chirurgien-major du régiment de Fürstenberg, par 3 autres chirurgiens de la compagnie, et par Guoschitz, capitaine à Stalta, constatant qu'en l'an 1730, un mois après la mort d'un certain éduc habitant de Medrega, nommé Arnold Paul, qui avait été écrasé par la chute d'une voiture de foin, 4 personnes moururent subitement, et de la manière que meurent, selon les traditions du pays, ceux qui sont tourmentés par les vampires. Qu'on se ressouvint alors que de son vivant, cet Arnold Paul avait souvent raconté qu'aux environs de Kosova, sur la frontière de la Servie turque, il avait été tourmenté par un vampire turc, car il croit aussi que ceux qui ont été vampires passifs pendant leur vie deviennent vampires actifs après leur mort, mais qu'il avait trouvé moyen de se guérir en mangeant de la terre du sépulcre de ce vampire et en se frottant de son sang, précaution qui ne l'empêcha point de devenir vampire après sa mort, puisque 4 personnes étant mortes, on pensa que le fait venait de lui et qu'on l'exhuma 40 jours après son enterrement. Qu'il fut reconnu alors que son corps était vermeil, que ses cheveux, ses ongles et sa barbe avaient poussé, que ses veines étaient toutes remplies d'un sang fluide et coulant de toutes les parties de son corps sur le linceul dont il était enveloppé, que le Adnagi ou bailli du lieu, en présence de qui se fit l'exhumation et qui était un homme expert dans le vampirisme, fit enfoncer, selon la coutume, dans le cœur du dit Arnold Paul, un pieu fort aigu dont on lui traversa le corps de part en part, ce qui lui fit jeter un cri effroyable comme s'il eût été en vie. Cette expédition faite, on lui coupa la tête et l'on brûla le tout, et l'on en fit autant de cadavres des 4 ou 5 personnes mortes de vampirisme, de crainte qu'elles n'en fissent mourir d'autres à leur tour. Que toutes ces expéditions ne purent empêcher que vers 1735, c'est-à-dire au bout de 5 ans, les mêmes prodiges ne se fussent renouvelés, et que dans l'espace de 3 mois, 17 personnes du même village ne fussent mortes du vampirisme, quelques-unes sans être malades, d'autres après avoir langui 2 ou 3 jours. Qu'entre autres, une jeune personne nommée Stanoska, fille de l'éduc Joiuzzo, qui s'était coulée en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit, toute tremblante et poussant des cris affreux, en disant que le fils de l'éduc Milo, mort depuis 9 semaines, avait failli l'étrangler pendant son sommeil, qu'à partir de ce moment, elle ne fit plus que languir et qu'au bout de 3 jours, elle mourut. Que ce qu'elle avait dit du fils de Milo, l'ayant fait reconnaître pour un vampire, on l'exhuma et on le trouva dans les conditions voulues pour qu'on ne conservât aucun doute sur le fait du vampirisme, que l'on découvrit enfin, après avoir bien cherché, que le défunt Arnold Paul avait tué non seulement les 4 personnes dont nous avons parlé, mais encore plusieurs bestiaux dont les nouveaux vampires, et particulièrement le fils de Milo, avaient mangé. Que, sur ces indices, on prit la résolution de déterrer tous ceux qui étaient morts depuis un certain temps, et que, parmi une 40aine de cadavres, on en trouva 17, avec tous les signes évidents du vampirisme, qu'en conséquence, on leur a transpercé le cœur et coupé la tête, et qu'ensuite on les a brûlés, et qu'on a jeté leurs cendres dans la rivière. Le livre où se trouve ce procès-verbal, monsieur, coûte-t-il aussi cher qu'un Elzévir ? Oh, ma foi, non. Vous le trouverez partout. 2 volumes de 480 pages chacun, chez Techenet, Guillemot ou Franck. Cela vous coûtera 50 sous ou 3 francs. Merci, je me donnerai la satisfaction de l'acheter.
Maintenant, voulez-vous me laisser en aller? Il y a 3 ans, le dernier acte ne m'a pas paru très bon. Aujourd'hui, il me paraîtrait pire encore. Si vous le voulez absolument, monsieur. Oui, vraiment, vous me rendrez service. Mais auparavant, s'il vous plaît, un conseil. Avec le plus grand plaisir, parlez. Avant d'entrer à l'orchestre, j'étais entré au parterre et j'y avais eu une petite affaire. Ah, c'est vous? C'est moi. Qui avez... Oui. Donné... Oui. À quel propos donc vous êtes-vous permis cette vivacité? Je lui racontai mon aventure et lui demandai si je devais prévenir mes témoins le soir même ou s'il serait encore temps le lendemain matin. Il secoua la tête. « Oh, ni ce soir, ni demain matin, me dit-il. »« Comment, ni ce soir, ni demain matin? »« Oh non, ce serait du dérangement inutile. »« Et pourquoi cela? »« Mais parce que vous êtes tombé dans un nid de claqueurs. »« Un nid de claqueurs? Qu'est-ce que c'est que cela? demandai-je. »« Ah, jeune homme, s'écria mon voisin d'un ton paternel, gardez bien cette sainte ignorance. Cependant, si je vous priais de la faire cesser, avez-vous entendu dire qu'il y eut autrefois des empereurs à Rome? Mais oui. Vous rappelez-vous le nom du 5e de ces empereurs? Néron, je crois. C'est cela. Eh bien, Néron, qui empoisonna son cousin Britannicus, qui éventra sa mère Agrippine, qui étrangla sa femme Octavie, qui tua d'un coup de pied dans le ventre sa maîtresse Poppée, Néron avait une voix de ténor, dans le genre de celle de Ponchard. Seulement, sa méthode était moins savante, de sorte que de temps en temps Néron chantait faux. Cela n'avait pas d'inconvénient tant que Néron chantait au Palatin ou à la Maison Dorée, devant ses convives ou devant ses courtisans. Cela n'eut même pas d'inconvénient encore tant que Néron chanta en regardant brûler Rome. Les Romains étaient si occupés autour de l'incendie qu'ils ne faisaient point attention à un dièse de plus ou un bémol de moins. Mais quand il lui prit envie de chanter sur un théâtre public, ce fut autre chose. À chaque fois que l'illustre ténor déviait tant soit peu de la ligne musicale, quelques spectateurs se permettaient, ce que je me permettrai tout à l'heure si vous ne me forcez de rester à ce ridicule mélodrame, ils sifflaient. On arrêtait bien le spectateur et on le jetait bien aux bêtes, mais en passant devant Néron, au lieu de dire tout simplement, comme c'était l'habitude, « Auguste, celui qui va mourir te salue », il disait « Auguste, je vais mourir parce que tu chantes faux, mais quand je serai mort, tu ne chanteras pas plus juste. » Cette salutation suprême, revue et augmentée par les patients, ennuya Néron. Il fit étrangler les siffleurs dans les couloirs, et l'on ne siffla plus. Toutefois, ce n'était pas assez pour Néron, ce dériseur de l'impossible, comme l'appelle Tacite. Ce n'était pas assez pour qu'on ne sifflât plus, il fallait qu'on applaudît. Or, on pouvait bien étrangler ceux qui sifflaient, mais on ne pouvait pas en conscience étrangler ceux qui n'applaudissaient pas. Il eût fallu étrangler tous les spectateurs et c'eût été une rude besogne. Les théâtres romains contenaient 20 000, 30 000, 40 000 spectateurs. Se voyant en nombre, ils auraient bien pu ne pas se laisser étrangler. Néron fit mieux. Il institua un corps composé de chevaliers romains, une espèce de confrérie dont les membres montaient à 3000. Ces 3000 chevaliers n'étaient pas les prétoriens de l'empereur, c'étaient les gardes du corps de l'artiste. Partout où il allait, ils le suivaient. Partout où il chantait, ils l'applaudissaient. Un spectateur morose faisait-il entendre un murmure? Une oreille chatouilleuse se permettait-elle un coup de sifflet? À l'instant, sifflet ou murmure était étouffé sous les applaudissements. Néron triomphait au théâtre, si là, César et Pompée n'avaient-ils pas usé tous les autres triomphes? Eh bien, mon cher monsieur, sous le nom de claqueur, cette race de chevaliers s'est perpétuée. L'opéra en a, le théâtre français en a, l'Odéon en a, et il est bien heureux d'en avoir, enfin la Porte Saint-Martin en a. Et toutefois, leur mission, à eux, n'est pas seulement de soutenir les mauvais acteurs, elle consiste encore, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, à empêcher les mauvaises pièces de tomber. En vertu de leur origine, on les appelle les Romains.
Mais nos Romains à nous ne sont pas recrutés parmi les chevaliers. Non, on n'est pas si difficile sur le choix. Ils n'ont pas besoin de montrer à l'index un anneau d'or, pourvu qu'ils montrent 2 larges mains, qu'ils rapprochent l'une de l'autre ces larges mains avec rapidité et fracas. Voilà les seuls quartiers de noblesse exigés. Et vous voyez donc ce que j'avais bien raison de vous dire de ne pas déranger 2 de vos amis pour un de ces maroufles. Maintenant que vous êtes éclairé, voulez-vous me laisser sortir ? Je compris qu'il y aurait de l'importunité à retenir mon voisin plus longtemps. Si sa conversation, dans laquelle en si peu de temps il avait embrassé tant de choses, m'était agréable et aidait fort à mon instruction, il était évident qu'il ne pouvait en dire autant de la mienne. Je ne pouvais rien lui apprendre, sinon que j'ignorais tout ce qu'il savait. Je m'effaçai donc avec un soupir, n'osant lui demander qui il était, et le laissant passer, lui et son pasticier François, qu'il tenait des 2 mains sur sa poitrine, de peur sans doute qu'un des chevaliers dont nous avons parlé tout à l'heure, curieux de livres rares, ne le lui enlevât. Je le regardais s'éloigner avec regret. Un pressentiment me disait vaguement sans doute qu'après avoir rendu un grand service, cet homme deviendrait un de mes meilleurs amis. En attendant, il m'avait fait des entr'actes bien autrement curieux que la pièce. Heureusement que l'on frappait pour le 3e acte et que, par conséquent, les entr'actes étaient terminés.